thème de la journée, M. Denis Leclerc, PDG de Écotech Québec, M. Nicolas Biron, spécialiste du programme Économie verte à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et M. Benoît Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, le CREDO. Autre particularité de notre émission, c'est la plateforme interactive Slido que je vous invite à découvrir à l'instant. Vous pourrez ainsi influencer les contenus de notre émission. Pour y avoir accès, vous devez réduire le signal que vous recevez, le signal vidéo, et à la fenêtre, à la droite de votre écran, vous verrez apparaître des questions, vos questions que nous pourrons ensuite poser à nos invités au cours de l'émission d'aujourd'hui. Sans oublier la question sondage perspective, je vous demande d'y répondre tout de suite. Nous allons utiliser la réponse, vos réponses pour lancer notre débat tantôt. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la capacité de votre organisation à bâtir un avenir durable? Êtes-vous très préoccupé? Êtes-vous assez préoccupé ou aucunement préoccupé? Vous n'avez qu'à cliquer pour nous acheminer votre réponse. Maintenant, question de mettre la table, si vous me permettez l'expression, j'invite maintenant Mme Denise Amiot, présidente directrice générale de Collège Institut Canada. On retrouve chez elle. Distanciation oblige. Bonjour Denise. Ça va très bien. J'ai eu le grand plaisir de visiter vos bureaux tantôt et quand j'ai vu votre bureau personnel ici à Ottawa, je me suis rappelé que c'était là où on diffusait en direct du côté anglais de Radio-Canada. C'était le grand studio de mise en onde. Je peux vous dire que j'ai l'impression que vos murs ont beaucoup d'histoires à raconter. Absolument. Souvent, on dit qu'il y a des fantômes même à notre étage. Je pense qu'il y en a, oui. On vous écoute, Denis. Les anciens fantômes de Radio-Canada. Oui, alors, bonjour à tous et toutes et bienvenue au premier épisode de notre toute nouvelle série en français, Perspective en direct. Comme vous le savez, la COVID-19 a changé notre façon de travailler pratiquement du jour au lendemain. Et j'en suis certaine, a changé la vôtre aussi. Et notre association Collège et Institut Canada n'a pas été épargnée naturellement. Il a fallu rapidement passer à l'action et évoluer dans un monde virtuel pour continuer à communiquer, à soutenir nos membres et à les aider pour assurer leur rétablissement et leur rôle essentiel dans l'avenir du Canada. C'est pourquoi notre nouvelle série Perspective en direct est si importante. Elle présentera des sujets d'actualité et de tendances émergentes. Elle va nous permettre d'entendre des leaders et des grands penseurs et aussi leur donner l'occasion d'interagir entre eux et avec nous. Le thème de notre premier épisode aujourd'hui, c'est rebâtir une économie durable en temps de crise. Alors, ce thème correspond bien au récent discours du trône et à notre récent mémoire prébudgétaire soumis au Comité permanent des finances. Alors, ces deux documents, naturellement, mettent l'accent sur le rôle central des collèges et des instituts dans la consolidation d'une économie durable. Alors que la population canadienne aspire à une relance économique, alors nous, à notre association, on recommande l'adoption d'une approche globale. Une approche globale fondée sur les objectifs de développement durable, alors les ODD des Nations unies, avec l'établissement naturellement d'objectifs sociaux, économiques et environnementaux qui permettent de créer le meilleur avenir possible pour tous et toutes, sans laisser quiconque de côté. À mesure que nous constatons les répercussions de la pandémie, ses conséquences à long terme et que nous réfléchissons aux moyens d'accroître notre résilience, c'est évident que la poursuite des objectifs de développement durable devient cruciale. Ainsi, elle va nous permettre d'améliorer la santé et l'éducation, de réduire les inégalités, de mettre fin, on l'espère, à la pauvreté, de stimuler la croissance économique et finalement de lutter contre les changements climatiques. La pandémie de COVID-19 a accentué les inégalités
et l'atteinte des cibles mondiales de développement durable établies pour 2030, c'est un défi encore plus grand maintenant. Alors, dans son mémoire au Comité permanent des finances en vue du budget fédéral 2021, notre association a émis 8 recommandations pour rapprocher le Canada de ses cibles pour 2030 et ainsi contribuer au virage vert qui s'impose pour une relance économique durable et fructueuse en cette période de crise. Alors, j'ai beaucoup hâte d'entendre nos conférenciers normands qu'on a avec nous aujourd'hui qui vont nous expliquer comment, selon eux, nous pouvons ensemble rebâtir une économie durable et quel pourrait être le rôle des collèges, des cégeps, des polytechniques à cet effet. Alors, merci et à toi, Normand. Retrouver en toute fin d'émission. C'est le moment maintenant de vous présenter avec joie ma co-animatrice aujourd'hui, Nathalie Vallée, qui nous parle de Montréal. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien, Nathalie. Vous avez trouvé du temps, malgré un horaire complètement fou, pour nous consacrer 1 heure de votre journée aujourd'hui. Il y a une réunion importante qui a lieu qui regroupe tous les directeurs généraux des cégeps au Québec. Oui, en fait, c'est le Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps qui se tient aujourd'hui et demain. Alors, ça vous tient passablement occupé. Le thème aujourd'hui, Nathalie, rebâtir une économie durable en situation de crise, évidemment, en interpelle plusieurs. Ce n'est pas la première fois qu'on doit relancer l'économie. Il y a déjà eu des crises économiques avant. On entend de plus en plus qu'au fond, qu'il faut retrouver une certaine forme de normalité, mais puisqu'il faut repartir la roue, on se dit, ben, il faut repartir d'une autre façon. Il faut repartir l'économie mieux. Est-ce que c'est une préoccupation, que ce soit à SICAN ou encore au Collège Antique? Oui. C'est assurément une préoccupation que partagent, de mon point de vue, tous les collèges, les cégeps et les instituts du pays. Alors, l'emploi et la situation économique du Canada, partout dans le monde, a été bouleversée par la pandémie. Comment? Il y a à peine 2 mois de ça, je le rappelle, on vivait une situation économique qui était qu'on peut qualifier d'enviable. Et puis, maintenant, on peut plus rien tenir pour acquis. Alors, oui, les collèges sont des contributeurs de premier plan pour assurer une relance économique durable. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit considérer, à mon avis, que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux doivent être absolument indissociables. Alors, la mission même des collèges et des instituts s'appuie sur une volonté d'accessibilité et de démocratisation des études supérieures. Alors, nos institutions sont des lieux d'études et de recherche qui sont très prolifiques, c'est reconnu. Et ils peuvent mener des organismes, des entreprises, en fait, tous les organismes ou les entreprises qu'on dessert à travers la diplomation de nos étudiantes et de nos étudiants à se transformer. Donc, nos programmes d'études, vous le savez, s'adaptent au développement des changements sociétaux et l'économie durable, bien entendu, fait partie des enjeux qu'on aborde à l'intérieur de nos programmes d'études. Alors, comme on forme des futurs travailleurs, bien sûr, il faut qu'on soit à l'avant-plan de ces réalités-là. Il faut qu'on adapte nos programmes et puis il faut s'assurer d'intégrer une vision inclusive de l'économie. Alors, nos chercheurs aussi, dans nos collèges et dans nos instituts, peuvent contribuer à la réflexion puis à la mise en place de solutions devant ces différentes préoccupations-là. Puis je terminerai, Normand, en disant que, en fait, on n'a pas le choix, les collèges, de faire tout ça. Comme société, comme membre à part entière de la société, on doit pas répéter l'erreur de la relance de 2008 et 2009 qui nous a fait multiplier des gestes qui pourraient actuellement mettre en péril encore davantage notre planète. Alors, la relance économique doit considérer les enjeux environnementaux, sociaux, économiques comme un écosystème et nos collèges sont, je le répète, des organismes qui sont incontournables dans cette relance-là.
Alors, ils sont évidemment constitués de têtes chercheuses, de profs. On a des spécialistes de tous les domaines dans nos institutions. Alors, des personnes absolument créatives et incontournables pour l'avancement de nos sociétés. Et puis, on forme les décideurs de demain. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on s'occupe de ce point de vue de la relance économique de manière durable. Je n'ai pas accès aux chiffres précis du sondage maison qu'on vous envoie, mais si je me fie aux chiffres que j'ai eu l'occasion de voir lorsque nous avons présenté le même sondage du côté anglophone il y a 2 semaines à l'émission Perspective Live, la plupart des gens sont très préoccupés, Nathalie, par la possibilité que les organismes ont, les organisations comme le collège, par exemple, et comme tous les collèges au pays, comme les instituts, à bâtir une économie durable. Alors, comment y arriver? On a regroupé ensemble des invités que je vous laisse nous présenter, Nathalie. D'accord, merci beaucoup, Normand. Alors, oui, ça me fait plaisir d'abord d'entrée de jeu vous dire que je une animatrice de formation, alors on va faire les choses de façon, en fait, la question est importante, bien sûr, elle est sérieuse, mais on va essayer de faire ça dans la légèreté. Et puis, je vais m'excuser d'avance devant mon collègue Normand Latour, qui est un homme de médias très habitué à la chose, et je me sens en sécurité quand même parce que j'ai ce filet pas trop loin de moi. On va pouvoir venir à mon secours si toutefois j'en ai besoin. Mais on a des invités d'exception et il semble que ce soit une des clés pour avoir une belle émission intéressante. Donc, je vais commencer pour être en mesure de bien vous présenter. Bien sûr que je vais vous laisser le faire parce que vous êtes certainement mieux placé que moi pour y arriver. Puis je vais le faire à travers une question brise-glace pour permettre à notre auditoire de mieux vous connaître. Donc, je vous pose la question suivante. Selon vos points de vue respectifs, quels défis la COVID-19 a-t-elle révélé pour l'environnement, bien sûr, mais également pour l'économie? Et je commencerai avec vous, M. Biron, Nicolas Biron, qui est spécialiste du programme Économie verte à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, en quelques secondes, minutes, essayez de répondre à cette question-là tout en nous présentant vos implications. Merci beaucoup. Donc, la crise, la COVID-19, telle qu'on la connaît, pose différents défis et on a appris différentes leçons, effectivement, depuis le début de la crise. Beaucoup d'entre nous aimeraient voir en la COVID une opportunité unique, un catalyseur de changement pour bâtir une économie un peu différente, plus durable. C'est vrai que d'un côté, s'il aura fallu attendre d'avoir une crise d'une telle ampleur pour commencer à parler sérieusement de modifier notre système économique et d'amener la discussion jusque dans nos foyers, dans nos ménages, dans les collèges, chez tout le monde qui a été affecté par la crise, eh bien oui, sur ce point-là, on peut dire que la crise de la COVID-19 est une opportunité unique, est un catalyseur de changement. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que la crise, elle a quand même un peu le dos large. Hein. On a beaucoup d'attentes sur cette opportunité. Ce qu'on voit, c'est qu'elle pose, mais elle n'en a pas changé le modèle et ne le fera pas d'elle-même. C'est la réponse qu'on va apporter à cette crise qui va déterminer le monde de demain. Parce que, vous l'avez dit, hein, bien au contraire, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la crise a les plus vulnérables à travers le monde. Elle a mis en lumière de graves et profondes inégalités dans nos sociétés. Elle a exacerbé des disparités existantes entre les pays, mais également à l'intérieur même d'un même pays. Hein, on dit, selon les prévisions, plus de 71 millions de personnes devraient retomber dans l'extrême pauvreté cette année. Ce serait une première hausse depuis 1998. Mais en même temps, la crise a permis d'accélérer des changements de comportement. Ici, à la francophonie, on dit souvent que le développement durable, c'est l'art de se remettre en question nos modes de consommation et de production, remettre en question notre rapport à l'environnement. Et ce qu'on constate dans les changements les plus importants, c'est que ce sont des changements d'ordre culturel, d'ordre comportemental et non technologique qu'on a. La visioconférence, ce qu'on a présentement donc pour faire cette émission, c'est pas un saut technique, c'est pas une révolution technique, ce sont des outils qui existaient déjà. Mais on se rend compte avec la COVID que ces outils existaient et qu'on peut faire les choses différemment. On s'est rendu compte que notre système, notre modèle, l'urbanisme, le transport, la fiscalité, la façon dont on aménage nos villes, était peut-être basé sur une vision du travail de 9 à 5 dans une tour au bureau au centre-ville,
un système qu'on a peut-être hérité de l'industrialisation. Et on se réveille, on se rend compte qu'on peut vraiment faire les choses différemment. Et ça, c'est super, super intéressant pour l'avenir. Ça ouvre énormément de possibilités. Mais en même temps, je terminerai peut-être là-dessus, ce que la COVID nous apprend, c'est ce que nous devons faire pour réellement rebâtir l'économie de façon plus durable. Ça fait des années qu'on parle que ça va nous prendre des politiques ambitieuses, qu'il va falloir changer nos façons de faire. Mais la réalité, c'est que on a cloué, par exemple, les avions au sol depuis le mois de mars, et malgré tout, on ne va observer en 2020 qu'une diminution de 4 à 7 % des émissions de gaz à effet de serre, et on est même déjà pratiquement revenu aujourd'hui au même niveau d'émissions d'avant la crise. Donc, ça ne sera pas assez pour atteindre cette économie plus durable. Il faudra faire beaucoup plus. Notre objectif, selon les Nations Unies, est de réduire nos émissions de 45 % d'ici 2030 et d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, le premier, c'est pour pouvoir bâtir des sociétés plus durables, résilientes et inclusives. 2 gros défis. Le premier, avoir une vision commune, se doter d'une réelle nouvelle vision commune de ce que doit être notre nouveau modèle économique, notre nouvelle société, et que chacune de nos décisions, chacune de nos politiques soit en cohérence avec cette vision, tout en se rappelant, bien sûr, que dans cette vision commune-là, l'important n'est pas la somme des intérêts individuels, c'est l'intérêt commun qu'on recherche. Et deuxième défi, rester ferme sur nos convictions. La tentation va être très forte pour qu'on retourne à un système comme avant, donc relancer la machine. C'est ce qui est arrivé en 2009. Souvenons-nous, à Copenhague, on voulait adopter un nouveau protocole sur les changements climatiques, mais la crise de 2008 a mis l'environnement au second plan. Il ne faudrait pas qu'on reproduise les mêmes erreurs, vous l'avez dit, Nathalie. Ce serait rater une réelle opportunité. Et à ce moment-là, la crise n'aura pas été le catalyseur attendu pour rebâtir une économie plus durable. Merci, Nicolas. Effectivement, des défis colossaux. Et puis maintenant, je vais céder la parole à M. Denis Leclerc qui va peut-être rebondir sur ce que vous venez de dénoncer, Nicolas. Alors, M. Leclerc est président et chef de la direction d'Ecotech Québec qui représente la grappe des technologies propres. Donc, la grappe vise à accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres et elle soutient plusieurs acteurs d'ici. Donc, M. Leclerc, selon vous, quels sont les défis auxquels nous aurons à faire face? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, Ecotech Québec, oui, on représente la grappe des technologies propres du Québec, mais on est également un acteur pan-canadien. On est un des cofondateurs de l'Alliance Canada Clean Tech qui, justement, un des objectifs, c'est d'accroître l'utilisation des technologies propres. Pourquoi? Pour s'assurer qu'au Canada, on va avoir une économie encore plus verte et plus prospère. Et la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous a appris bien des choses et dans notre secteur des technologies propres, on s'aperçoit que on peut pas opposer environnement et santé publique. Ou plutôt, on devrait réunir ces deux composantes-là parce qu'il y a un impact direct de l'environnement sur la santé publique. Et les technologies propres ou l'innovation verte sert justement à s'assurer que on va pas seulement réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on va également protéger davantage nos ressources naturelles, la biodiversité. Comment on fait ça? Comment la COVID vient changer, bouleverser le tout? Malheureusement, on n'a pas des questions en toutes les réponses, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que, d'abord, un retour à la normale, c'est pas ça qu'on veut. La personne qui va avoir un retour à la normale, il faut revoir la façon que l'on fait, mais comment le faire par étapes, parce qu'on ne pourra pas bouleverser l'ensemble du système actuel. Comment on peut le faire par étapes? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les différents pays, là, si vous prenez les plans de relance verte qui ont été annoncés récemment, dont celui de la France, notamment Relance France, où pratiquement 40% du budget mais sont directement reliés à des enjeux environnementaux et climatiques. Alors, vous voyez, depuis la Corée du Sud, qu'on pourrait nommer d'autres pays,
ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment une volonté de relance verte, de relance innovante, de relance inclusive. Et les gens nous interpellent souvent en disant il faut faire plus de recherche, il faut trouver des solutions aux enjeux. Mais le GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, l'évolution sur le climat, disait il y a 2 ans, il disait des solutions, il y en existe déjà. Là, l'enjeu, c'est comment on peut les faire adopter, comment on peut les faire utiliser à plus grande échelle, ce qui va nous permettre d'une amélioration, oui, de la qualité de l'environnement, donc la qualité de vie, donc la santé publique. Alors, c'est ce qui nous interpelle beaucoup au niveau des entreprises également, parce que les entreprises font face à cette réalité avec la difficulté de réduction des exportations, réduction des ventes. Alors, un des enjeux, puis je m'arrête là pour l'instant, un des enjeux, c'est qu'il faut s'assurer que nos entreprises innovantes canadiennes puissent subsister, puissent passer à travers les prochaines étapes de la COVID pour qu'elles soient présentes, que leur innovation soit présente lorsque ce sera le temps de la relance verte du Canada. Merci, Denis. Merci beaucoup. Et c'est pas rien, ce dernier enjeu-là, quand même. C'est important parce que s'ils ne sont plus avec nous en raison des difficultés économiques, on ne sera pas plus avancé. Alors maintenant, j'inviterai M. Benoît Delage, qui est directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc, selon vous, Benoît, quels sont les défis que la COVID a révélés du point de vue environnemental et de l'économie? Ben, collectivement, on a dû se surpasser, changer des comportements. Nicolas en parlait de l'importance des changements de comportement. Puis je prends citer 2. Au niveau des transports, et c'est pas banal, hein, les transports, le post-transport dans les familles, en tout cas pour les statistiques pour le Québec, c'est le premier poste de dépense avant l'alimentation. Alors, on dépense beaucoup dans les transports, puis ça occasionne beaucoup de dettes dans les foyers. Et là, on s'aperçoit que la deuxième voiture, ça fait 1 semaine qu'on l'a pas utilisée, 2 semaines. Et un de mes amis hier, il me disait, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas utilisé sa voiture. Puis, pour lui, il dépensait pas. Mais on dépense toujours quand même pour une voiture qui est stationnée, elle nous coûte quand même. Et je pense que ça, les transports, on va revoir avec l'avènement du télétravail, on va revoir ce poste de dépense-là, puis on espère diminuer ce poste de dépense-là et de diminuer l'endettement des familles canadiennes. Il faut travailler pour ça et offrir des alternatives viables en termes de transport en sortie de crise. Sinon, au niveau de l'alimentation, tout le monde s'est découvert un pouce vert. Et les ventes de semences cette année ont augmenté de 420% au Canada. Alors, les gens ont cultivé. Aujourd'hui, je ne cherchais pas des pots maçons, là. Il n'y en a plus. Alors, il y a eu... et le monde cuisine davantage. Et ça, c'est des choses où il y a un retour à la terre, ou à la nature. Cet été, les Canadiens ont été dans la nature. Puis c'est l'appropriation de nos espaces verts. Il y a une demande pour ça. Les parcs ont débordé. Et on se doit d'offrir davantage, puisqu'on espère, encore là, la permanence du changement. Comment on peut s'assurer que ces changements d'habitude-là deviennent ancrés et que les gens soient plus en contact avec la nature. Merci beaucoup, Benoît. C'est intéressant parce qu'en fait, oui, il n'y a plus de pots maçons, il n'y a plus de vélos non plus dans certaines boutiques parce que les gens aussi se sont procurés des vélos et là, on pense qu'il n'y aura plus de ski de fond ni de raquettes dans les boutiques de sport parce que aussi ce sera les sports que les Canadiens pourront faire pendant le confinement. Alors, j'enchaînerai, si vous me permettez, maintenant avec des questions qui sont un peu plus ciblées autour
de cette grande question que nous abordons aujourd'hui avec vous. Donc, la première que je vous propose, et puis vous me direz spontanément lequel d'entre vous veut y répondre en premier. J'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les compétences de l'avenir? Parce que là, votre auditoire est principalement composé de personnes qui travaillent dans ce grand réseau collégial, donc les collèges, les instituts. Et bien sûr, on est curieux de savoir, de vous entendre sur l'identification de compétences de l'avenir pour traverser cette crise, puis en tout cas amorcer un changement durable de notre économie. Donc, cette première question, quelles seront selon vous les compétences de l'avenir et pour les collèges et les instituts du Canada, comment est-ce qu'on devrait se positionner au regard de ces nouvelles compétences qui sont nécessaires? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer parmi vous. Oui, Denis? Alors oui, c'est assez difficile de déjà prévoir les compétences de l'avenir, mais on peut déjà penser que les prochaines priorités, si on regarde au niveau des gouvernements, c'est au niveau des sciences de la vie, bien sûr, alors ce qui tourne autour de la santé, ce qui tourne autour de la numérisation au niveau de l'économie des entreprises, puis aussi au niveau de ce qu'ils appellent l'économie verte. Alors, l'innovation verte, comment s'assurer de réduire notre empreinte environnementale. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ces compétences-là? Quels sont les postes d'études? Je vous dirais qu'en technologie propre, nos entrepreneurs ont besoin d'une panoplie de compétences pour leur technologie. Ça prend pas seulement des ingénieurs, ça demande un regard sur une multitude de facettes qu'on peut retrouver au niveau des collèges et des instituts. Toutefois, l'élément, comment les collèges peuvent adapter leur façon d'enseigner, c'est de reprendre ce qu'on a aujourd'hui en termes de compétences, puis de se dire, on va les faire appliquer à ces trois grandes priorités de l'État ou des gouvernements, santé, compétitivité et climatique et environnement. Alors, tous les cas pratico-pratiques devraient, en tout cas une bonne partie devrait tourner vers ces centres-là d'intérêt parce que les compétences, lorsqu'on les adapte à différents environnements, nous aident à concevoir, à percevoir un ensemble de facettes qui va nous amener à être, comme tu l'avais dit, Nathalie, les prochains décideurs, parce que vous devez former les décideurs de demain. Ça va être très important de les mettre dans le bain dès maintenant. Merci beaucoup, Denis. Est-ce que quelqu'un de Benoît ou de Nicolas souhaite rebondir sur la réponse de Denis? De mon côté, en fait, il y a une question de savoir-faire, mais une question de savoir-être. Et la question, c'est comment les personnes qu'on forme aujourd'hui peuvent être des leaders dans leur communauté. Quelle position ils prennent? Parce que l'enjeu est grave. Nous allons devoir faire des modifications profondes dans notre façon qu'on gère notre économie. Ces modifications-là vont créer du mécontentement. Il faut des leaders pour savoir assurer l'acceptabilité sociale de ces changements. Je donnais l'exemple l'autre jour de la question française qui, lorsqu'ils ont demandé des sacrifices, des modifications, puis une taxe sur l'essence, le ressac a été énorme. Ça a été les gilets jaunes en France. Alors, si on n'a pas des personnes qui sont capables d'assurer un leadership sur ces modifications-là, et comprendre ces modifications-là, j'ai peur que cette transition énergétique-là, ces modifications de notre économie ne soient pas viables. Au fond, ce que vous dites, mais au fond, ce que je comprends, ce que vous nous dites, c'est que ça doit être transversal. Dans l'ensemble des disciplines, par exemple, si je me place dans la position des collèges, donc dans l'ensemble des disciplines, des programmes que nous dispensons, il faut que ce souci d'un développement durable de notre économie traverse l'ensemble des disciplines. Alors, quand Denis nous dit on n'a pas nécessairement besoin, c'est pas les ingénieurs ou les autres métiers, mais c'est vraiment
c'est la mentalité, c'est la façon de réfléchir et de penser pour chacune de ces disciplines. Donc, évidemment, la philosophie, l'éthique, l'économie, l'anthropologie, la sociologie sont des disciplines à travers lesquelles il y a un apprentissage de la citoyenneté, mais assurément, dans tous les autres programmes qui sont plus techniques, il doit y avoir également l'inclusion de ces compétences transversales, du savoir-faire, du savoir-être, qui vont nous mener vers ce souci éthique du développement durable. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Et vous avez cité les cours de philosophie au cégep. J'en garde un très bon souvenir. Quelque chose qui a été une pierre blanche dans mon éducation, ça a été les cours de philosophie qui m'ont assuré une meilleure compréhension sur notre monde. Et c'est ça qu'on a besoin, une meilleure compréhension de notre monde et des enjeux et du rôle qu'on doit jouer. Très bien. Merci, Benoît. Nicolas, est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question? Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, ça va être assez difficile. C'est très difficile d'imaginer les métiers tels quels qu'il va y avoir dans la prochaine génération. Donc, dans le nouveau modèle qu'on va construire, il y a par exemple une sortie graduelle du secteur pétrolier, de nouvelles filières d'économie telles que le bâtiment en bois, par exemple. Le numérique va prendre de l'ampleur, mais il y a un élément que moi m'interpelle beaucoup, c'est pas tant donc les métiers que la façon de faire ces métiers-là. Des agriculteurs, il va toujours y en avoir, des ingénieurs, il va toujours en avoir besoin aussi. Mais demain, on va parler beaucoup plus d'éco-conception, par exemple. Donc, l'utilisation de nouveaux matériaux biosourcés, renouvelables, de la conception de bâtiments ou de tout autre produit. On va parler d'approvisionnement responsable, donc approvisionnement de proximité. Ça veut dire peut-être plus de petites et moyennes entreprises agricoles de proximité, par exemple. Les énergies renouvelables vont être un secteur super important. Des notions comme l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité, l'analyse de cycle de vie, l'écologie industrielle sont des nouvelles notions, des nouvelles façons de faire de l'économie que nous ne connaissons pas encore beaucoup et qui sont peut-être pas si enseignées que ça encore dans nos collèges et qui mériteraient en tout cas d'être présentées à nos jeunes parce que ça va être plusieurs opportunités, non seulement d'emploi, mais de développer son entreprise et de changer le modèle d'affaires comme on le connaît actuellement et de développer d'autres perspectives d'emploi en changeant de façon de faire et pas tant de changer les métiers, mais changer la façon dont on fait notre économie. Oui, donc capacité d'innovation, mais aussi une grande responsabilisation face et à l'intérieur de ces différentes disciplines, si vous avez nommé. Merci, Nicolas. Merci. Alors, je passerai à la deuxième question. Normand me fait pas signe, ça veut dire qu'on est OK avec le temps. Donc, la deuxième question va comme suit. Le gouvernement fédéral a annoncé dans son discours du trône son engagement renouvelé à l'égard des infrastructures vertes, incluant le transport en commun, on l'a abordé un peu, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des améliorations éco-énergétiques. Comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises canadiennes à devenir des chefs de file en matière d'innovation propre? Donc, c'est très bien, dans les collèges, on forme de nouveaux esprits, mais il y a des entreprises avec des entrepreneurs qui sont déjà bien implantés. Comment on peut, à ce stade-ci, les convaincre qu'ils sont des acteurs de changement dans tout ça et qu'ils doivent devenir des chefs de file en matière d'innovation propre? Je vous ai à l'écran, Nicolas. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite à cette deuxième question? Oui, avec plaisir. Trois éléments rapidement. Premièrement, la COVID nous a aussi donné un exemple avec, par exemple, la production de masques en masse. On a été capable de mobiliser vraiment nos entreprises, nos industries pour développer toute une filière de production qu'on n'avait pas avant. On est capable de vraiment, en un très court temps, développer toutes sortes de filières et devenir leader sur certains aspects. Deuxième chose, c'est vrai qu'on va se souvenir de 2020 pour la COVID, mais il ne faudrait pas oublier non plus que 2020 marque le début de la décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable. Je pense que Mme Amio en parlait dans son introduction. Il nous reste 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Et plus
il va y avoir différents plans de relance. Le Canada a son plan de relance. Le Canada va aussi avoir bientôt sa stratégie nationale sur les objectifs de développement durable. Donc, ça va être intéressant de voir aussi la concordance entre la stratégie canadienne sur les ODD et les différents plans de relance à l'échelle nationale qu'on pourra avoir. Et troisièmement, donc, comment être un chef de file, justement, dans cette stratégie-là? Faudrait pas oublier une chose, c'est que l'économie verte va demeurer, dans tous les cas, elle va demeurer mondiale, elle va demeurer concurrentielle. Donc, il faut que nos entreprises puissent innover, il faut savoir se démarquer, il faut utiliser toutes nos forces et nos opportunités, l'énergie hydroélectrique, les ressources naturelles, le capital humain, les collèges, les universités, bien sûr. Mais surtout, il faudra éviter parce que moins de coopération égale moins de développement. Pourquoi je dis ça? En matière de développement durable, à la francophonie, on a tendance à dire que nous sommes tous en voie de développement durable. Aucun pays n'a la bonne entreprise, n'a trouvé la bonne recette, la recette idéale. Donc, on a un intérêt à s'entraider. Deuxième chose, la transition doit être plus équitable, on le dit. Les pays en développement n'ont pas le luxe d'être écartés de la nouvelle économie. Et nous-mêmes, nous n'avons pas non plus le luxe qu'ils en soient écartés. Notre monde est beaucoup trop petit, il est trop interconnecté pour laisser de côté une partie de la population mondiale, que ce soit dans d'autres pays également. Et ensemble, on est plus fort. On l'a vu avec la COVID, pour faire un vaccin, pratiquement tous les pays, sauf un, se sont réunis ensemble pour partager de l'information, collaborer et avoir une réponse, un vaccin universel le plus rapidement possible. Ensemble, nous sommes plus forts. Il faut plus de coopération parce que les changements climatiques n'ont pas de frontières et parce qu'on ne peut pas faire une transition tout seul. Si les autres pays ne suivent pas, on risque, nous, d'être désavantagés. Nos entreprises risquent d'être non compétitives. Donc, oui, il faut être un leader, il faut montrer la voie, il faut amener les autres avec nous, il faut en faire bénéficier tout le monde. Donc, il ne faut pas être un chef de file au sens où il y aura des gagnants et des perdants, parce qu'en matière de durabilité, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd ensemble. Et donc, pour les collèges, les gens à l'éducation et développement durable, former nos entrepreneurs de demain sur cette vision-là, la question de la diplomatie scientifique, la collaboration entre collèges à travers le Canada et à l'international également. Donc, plusieurs chantiers qui peuvent être faits par les collèges dans cette voie-là. Et par les entreprises également. Et donc, je retiens aussi que comment on peut encourager les entreprises, c'est parce que c'est une clé, l'économie durable et le développement durable. Alors, ils ont tout intérêt à s'engager et à devenir des chefs de file de ce point de vue-là. Denis, est-ce que vous voulez, oui, j'imagine, parce que vous êtes employé des entrepreneurs, oui, allez-y. J'allais dire, d'abord, dans le discours du trône, on voit aussi des phrases telles que faire du Canada un leader mondial dans le domaine des technologies propres. Une autre citation, le gouvernement cherchera à faire du Canada la destination la plus compétitive du monde pour des entreprises en technologie propre. Bon, ça, c'est discours du trône, ça, c'est des paroles. Hein. Après ça, il faut mettre ça en acte. Mais concrètement, on parle des entreprises. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Tu sais, devenir un chef de file, c'est une chose. Un modèle, c'en est un autre. Et les entreprises ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour susciter davantage l'innovation, mais également permettre aux entreprises innovantes d'utiliser leur emplacement pour tester, démontrer les innovations. Alors, avoir des projets de démonstration dans leur usine, dans leur secteur industriel, manufacturier ou autre, c'est super important parce que les innovateurs se cherchent ces endroits-là pour démontrer les bénéfices de leur innovation. Puis les bénéfices, c'est performance opérationnelle de l'usine, performance environnementale, performance climatique, avec tous les côtés que ça peut avoir en termes de positionnement de marché pour les produits. Alors, comment on fait pour rapprocher ces deux solitudes qui sont le secteur industriel manufacturier des PME innovantes? Ça, c'est un enjeu, ou c'est pas un enjeu. C'est une opportunité que l'on a, et aussi au Canada, pour faire activer
activer l'innovation davantage au sein de nos industries, au sein de nos entreprises. Et par la suite, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner que ces projets de démonstration deviennent des vitrines technologiques. Vitrines technologiques pour trouver d'autres utilisateurs à travers le Canada, mais également vitrines technologiques pour l'exportation, parce qu'éventuellement, ça va redémarrer l'exportation, mais au cours des prochaines années, je ne veux pas être oiseau de malheur, mais ça va être extrêmement difficile pour plusieurs entreprises d'exporter. Alors, le marché est ici. Alors, comment on est en mesure de faire activer ce marché, impliquer davantage les entreprises industrielles et manufacturières dans ces projets de démonstration? Puis, savez-vous quoi? S'ils ont un projet de démonstration dans leur usine, puis ils s'aperçoivent qu'ils sauvent de l'argent puis qu'ils réduisent leur empreinte carbone, je vous gage 2 piastres qu'ils vont adopter puis l'acheter, la technologie. Alors, voilà un exemple concret d'implication. Et comment on peut faire ce rapprochement-là, selon vous, concrètement? Bien, concrètement, bon, c'est ce qu'on appelle créer une sorte de marché. On se parlera très, très simple. Ça nous prend un Tinder de l'économie verte. Un Tinder pour rapprocher ces entreprises qui ont des enjeux, qui ont des problématiques, avec des entreprises innovantes, les rapprocher, mieux les faire, tu sais, comme Tinder. C'est quoi ton besoin, c'est quoi ce que je t'offre? Puis après ça, de les rapprocher, puis après ça, de les s'assurer qu'ils connectent ensemble. Et après ça, on ne regardera pas dans la chambre à coucher ce qui se passe, mais ça risque de créer des maillages fort intéressants. Alors, ça prend un peu d'argent de la part du gouvernement, probablement, pour susciter cet intérêt-là. Il existe, par exemple, entre les collèges et les universités, des programmes de collaboration entre les collèges pour les faire travailler ensemble. Donc, s'il y avait des programmes de subvention pour faire se rejoindre une industrie avec un innovant, on pourrait gagner. Oui, mais des fois, c'est pas seulement l'argent, c'est ce qu'on fait, notre comportement. Alors, par exemple, le gouvernement du Canada pourrait très bien être ces entreprises-là pour être des lieux de projets de démonstration, par exemple, en utilisant les sociétés de la couronne. Société de la couronne, là, pensons-y, c'est quoi Société de la couronne? Les musées, les parcs, nommez-les, c'est des terrains de jeu pratiquement pour les innovateurs. Si on pouvait mettre ces terrains de jeu-là ou les sociétés de la couronne, rapprocher les PME innovantes, à ce moment-là, ça va donner des idées aux entreprises privées qu'il y a des choses qui peuvent très bien se faire à ce niveau-là. Il faut montrer l'exemple. On parle souvent de l'exemplarité de l'État. Je pense que c'est un exemple très concret qui pourrait être mis en œuvre rapidement. Merci, Denis. C'est très intéressant. Alors, Benoît, vous avez parlé de transport en commun tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, au niveau du transport en commun, donc comment on pourrait faire atterrir un projet qui pourrait faire en sorte qu'une entreprise de transport devienne un chef de file est tellement importante que ça pourrait changer nos façons de nous transporter et donc avoir un impact durable sur notre environnement? Ben, en fait, je pense que le discours du trône a envoyé un autre signal important par rapport à ça, l'importance du transport en commun, bon, je le disais tout à l'heure, on dépense beaucoup en transport. Il y a un moyen d'optimiser. On a une crise sanitaire, on s'en va vers une crise économique, puis une crise de finances publiques. Il faut s'assurer d'optimiser les investissements qu'on fait. Nous, ici, au Credo, on s'assure de l'avènement de projets à dimension régionale. On travaille sur des projets de gaz naturel renouvelable, l'avènement du bois dans la construction, mais aussi des stratégies en adaptation au changement climatique. Très important. Les changements climatiques sont là. Il faut savoir s'adapter puis adapter nos collectivités. Parce que c'est encore là, c'est dans un principe d'équité, c'est les personnes les plus défavorisées qui risquent d'y goûter. Il faut savoir adapter ces collectivités-là. Le discours du trône est super intéressant parce que ça démontre la volonté du gouvernement d'agir, mais il faut savoir le faire puis Nicolas le dit, dans un esprit d'économie circulaire. C'est-à-dire assurer l'optimisation de nos ressources dans des circuits courts.
Je prends l'exemple du Québec, parce que c'est un dossier que je connais bien, mais au Québec, la moitié de l'énergie qu'on consomme est encore fossile et la moitié de l'énergie qu'on consomme est perdue, est mal utilisée. Et il y a, si on pense dans un principe d'économie circulaire, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Si on parvient, en différents dossiers de chantier, à assurer cette optimisation-là, ben, je pense que ça va diminuer le poids de la prochaine crise économique. Nathalie, vous avez abordé plusieurs questions déjà qui ont été posées par ceux qui s'intéressent à notre Slido. Il y en a une que j'aimerais poser à tout le monde. À la lumière des propos que j'ai entendus de la part de Denis tantôt, les jeunes sont prêts, on s'entend, à bâtir un futur plus équitable et durable. Mais comment est-ce qu'on peut les inspirer? J'irai plus loin. Qui doit les inspirer? Les gouvernements, des organismes comme les vôtres ou des directrices, par exemple, de cégep, de collège au Canada? Je laisserai Denis répondre en premier. Ouais. Moi, je dirais, là, arrêtons de cibler toujours le gouvernement. Dans le fond, le gouvernement, c'est nous. C'est nous qui décidons, finalement. Alors, comment on fait ça? Comment on s'assure? Tu sais, je parlais du maillage, là, le Tinder, mais c'est la même chose au niveau de, si on regarde les maisons d'enseignement, les collèges, les jeunes, comment on les amène à faire ces pas-là, mais encore plus rapidement. Je vous donne juste un exemple. Nous... Et rapidement, parce que le temps nous pousse un peu. On met au jeu des défis des entreprises, puis on va dans les universités, puis on dit aux étudiants, avez-vous des solutions? Pensez aux solutions de demain. Il faut les faire réagir, il faut les faire bouger, mais c'est pas seulement le gouvernement qui est la clé de tout ça, heureusement. Je répondrais, Normand, que c'est pas tant la directrice qui va inspirer les jeunes, mais bien le milieu dans lequel ils évoluent. Les enseignants ont une responsabilité, tout le personnel qui les accompagne dans leur cheminement, dans leur parcours au collège. Alors, bien entendu, avec des projets intéressants, on va les inspirer. Puis le rôle du modèle que nous jouons auprès d'eux est très, très important également. Il faut les écouter parce qu'ils sont à l'avant-plan de ces innovations-là. Je pense qu'ils sont capables, encore plus que nous parfois, de les mener. Et Nicolas, vous avez, vous, une vision internationale, parce qu'évidemment, la francophonie, il y en a partout. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? Oui, je pense que... Denis l'a dit, il ne faut pas juste penser au gouvernement, c'est la société civile, c'est les industries, c'est le secteur public, c'est les entrepreneurs, la recherche d'investissement. Mais de notre point de vue francophonie, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les politiciens, les politiques publiques qui sont nos membres. Et Denis l'a dit tout à l'heure, l'exemplarité gouvernementale demeure un levier extrêmement important. On peut penser, par exemple, à toute la filière du bâtiment et l'utilisation du matériau bois dans le bâtiment, que ce soit au Québec ou en Colombie-Britannique, par exemple, il y a des bâtiments de 18 étages en construction présentement en Colombie-Britannique en bois. Ça vient d'abord, justement, du levier gouvernemental qui a dit, moi, je vais faire le choix de bâtir des bâtiments en bois, et ça amène le négliger. Et bien sûr, c'est un des maillons, et l'idée, c'est vraiment de transformer un produit caractérisé comme écologique et d'en faire un produit de consommation courante. C'est changer le paradigme. C'est ça qui est le vrai défi. On va devoir s'arrêter bientôt, malheureusement. Mais avant de terminer cette table ronde, Nathalie, j'aimerais un mot, une phrase qui résume votre pensée quand on parle de développement durable dans le milieu de l'éducation. Je commence avec vous, au Credo, dans l'Outaouais, sur la scène régionale. Je vous dirais l'équité entre les générations, s'assurer que cette relance soit prospère, verte, puis solidaire pour s'assurer que tout le monde puisse en profiter. Denis. Faire mieux avec moins. Alors, la relance, il faut qu'elle soit, dans ce sens-là, verte, innovante, puis bien sûr inclusive, parce que ça prend tout le monde pour faire avancer la société. Nicolas. Je dirais donc vraiment d'adopter une vision et de ne pas avoir peur de remettre en question nos modes de consommation et de production. On a une super belle opportunité pour le faire maintenant. Donc, la remise en question et puis adhérer de façon commune à une nouvelle vision va être super important. Nathalie, finalement. Moi, je dirais responsabilisation.
Puis adaptation aussi. Je pense que c'est en se responsabilisant, j'aime bien ce que Denis a dit tout à l'heure, on va arrêter d'attendre après les gouvernements, on a un rôle à jouer, les collèges ont ce rôle à jouer. Nathalie, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Je sais que vous avez très, très bientôt des réunions qui se poursuivent. Merci 1000 fois de votre belle participation aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et le mot de la fin, nous le réservons à Denis Amiot, directrice générale de SICAN. Denise, nous aurons d'autres rendez-vous à proposer j'allais dire, à nos perspectivateurs, perspectivatrices. Je viens d'inventer un mot là. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la session qu'on vient d'avoir. J'ai trouvé qu'il y avait des moyens pratiques qui étaient suggérés. J'ai vu des tas de pistes pour les collèges, pour travailler avec les entreprises, avec les compagnies de leur coin, les organisations sans but lucratif, que ce soit avec la recherche appliquée, que ce soit au niveau de la formation sur mesure, même au niveau de continuer à cultiver l'entrepreneuriat et puis de voir comment, surtout, on peut adapter les programmes d'études. Parce qu'il y a quelque chose qu'on nous a dit, c'est pas tant le quoi, mais le comment. C'est dans la façon de faire. Alors, en bout de piste, on peut tous penser vert et on peut tous verdir de plus en plus nos façons de faire, de penser et d'être, comme nous le dit aussi Nicolas. Alors, très enchantée. Et j'en profite pour souhaiter un retour aux perspectiveurs, comme tu as si bien dit, Normand, pour la prochaine fois, quand on va parler la semaine, dans un mois, le 12 novembre. Ouais. On va parler de santé et bien-être en temps de pandémie. Alors, j'invite tout le monde. C'est une très grande préoccupation. Hein? Exactement. C'est une énorme préoccupation. Je pense qu'il n'y a pas un matin où, à Radio-Canada, aux nouvelles, j'entends pas parler justement de bien-être. Ça préoccupe tout le monde, que ce soit des adolescents, des adultes, les personnes âgées. Alors, on sait que c'est un sujet important pour nos membres. Alors, le 12 novembre, c'est un rendez-vous, puis au plaisir de te revoir, Normand, le 12. À bientôt. Merci. 13h et quelques minutes. Je remercie toute l'équipe masquée qui m'entoure ici au Château Laurier. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Je remercie particulièrement Denis, Nicolas et Benoît qui ont accepté de participer à l'émission et plus particulièrement également Nathalie qui agissait aujourd'hui à titre de co-animatrice. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir dans un mois.